La première résolution que nous souhaitons aborder concerne le texte relatif au cadre financier pluriannuel. Elle a été présentée par mon prédécesseur Jean Bizet et notre ancien collègue Simon Sutour, qui lui-même a été président de cette commission, en juin 2020, juste après la publication par la Commission européenne de sa nouvelle proposition de cadre financier, qui doublait quasiment la mise et proposait un instrument de relance de 750 milliards d'euros financé par un emprunt commun pour répondre à la pandémie. Nous en avons débattu en séance la semaine dernière. Le Sénat a ainsi marqué son soutien de principe à cette réponse d'inspiration franco-allemande, tout en s'inquiétant de son financement. Le Conseil européen du 21 juillet 2020 a validé cette architecture globale et s'est accordé sur les grandes lignes du budget et du plan de relance. Je ne reviendrai pas sur les inévitables compromis qu'a impliqué la négociation, même si nous regrettons amèrement que les rabais n'aient pu être supprimés, mais je sais que vous le regrettez aussi. Mon collègue Patrice Joly, qui est désormais rapporteur avec moi sur ce sujet, vous interrogera certainement. Pour ma part, je souhaite simplement vous demander comment le gouvernement entend se positionner dans la négociation en cours sur l'attribution du fonds de réserve d'ajustement du Brexit. Cette ligne de 5 milliards d'euros est destinée à compenser les effets du Brexit. Nous venons de la voir en commission subsidiarité à l'instant. Je sais qu'elle est soumise au débat actuellement. Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup vont vouloir aussi aller chercher leur part du gâteau et je sais que le sujet n'est pas épuisé. La deuxième résolution européenne que nous souhaitons évoquer est relative à la réforme de la politique agricole commune. Sur ce sujet, le Sénat a adopté 3 résolutions européennes depuis que la Commission a publié en 2018 sa proposition. La dernière de ces résolutions datant de juin 2020. La négociation a depuis bien avancé, l'enveloppe financière a été arrêtée. Les ministres de l'Agriculture ont trouvé un accord en 2020 sur les orientations de la prochaine réforme et le Parlement européen a adopté dans la foulée les 3 projets de règlement largement amendés, ouvrant la voie aux négociations en trilogue. Pourtant, nous restons sur notre faim. De nombreuses interrogations et ambiguïtés demeurent à ce stade, en particulier sur l'articulation entre la future PAC 2021-2027 et la transition verte, ce qu'on appelle le Green Deal. Nous attendons toujours que la Commission européenne publie les études d'impact des stratégies biodiversité et de la ferme à la table. Nous savons que le ministère de l'Agriculture des États-Unis estime leur impact à une réduction de 12% de la production agricole de l'Union européenne à l'horizon 2030. Que deviendrait dans un tel contexte l'objectif de souveraineté alimentaire tant défendu actuellement? Monsieur le ministre, nos résolutions n'ont-elles pas suffisamment alerté le gouvernement sur ce point? Vous nous le direz. Troisième résolution que je vous propose d'évoquer en première partie, celle sur la modernisation de la politique européenne de la concurrence. Sur ce sujet, le Sénat a adopté une résolution ambitieuse en juillet 2020, fondée sur le rapport d'information très documenté de nos collègues Alain Chatillon et Olivier Henno, au nom du groupe de travail Stratégie industrielle. Le Sénat a appelé à une réforme d'ampleur de la politique européenne de la concurrence. La large consultation ouverte par la Commission européenne sur ce sujet nous avait donné l'espoir qu'une évolution profonde pouvait s'envisager. Depuis, nous assistons à quelques avancées, des assouplissements dans la mise en application des règles européennes de concurrence ou des innovations plus substantielles, mais limitées au seul champ du numérique. Nous croyons toutefois qu'une véritable modernisation d'ensemble de la politique de concurrence, y compris ex ante, n'intervienne finalement jamais. Nous savons combien cet exercice est difficile car il exigerait l'unanimité des États membres. Pouvez-vous nous dire s'il est toujours à l'agenda et si la France reste mobilisée en ce sens? Beau programme, Monsieur le Ministre, et je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Comme vous l'avez dit, c'est un exercice, je crois, rituel pour la Commission et important et qui est en même temps, pour ce qui me concerne, le premier. Donc je le découvre avec vous, mais je suis très heureux d'avoir cette occasion de revenir, peut-être de manière un peu plus posée et approfondie, sur un certain nombre de sujets qui font l'objet de résultats récents ou de négociations en cours. Vous les avez évoqués pour les 3 résolutions, les 3 thèmes afférents, et je vais essayer de vous en donner l'état le plus précis possible. Vous avez donc sélectionné ces 3 résolutions. Je crois que nous enverrons ensuite
plusieurs autres, 7 thèmes au total, avec un intérêt particulier dans ma réponse, et je crois dans votre question, pour le paquet budgétaire, puisque lui-même est, si je puis dire, à tiroir, et comprend un certain nombre de références aux autres sujets qui nous occupent et que nous discuterons soit maintenant, soit un peu plus tard dans la matinée, la question de la politique agricole commune, celle de la défense et d'autres thématiques qui sont aussi des enjeux budgétaires. Alors vous avez adopté, vous le rappeliez, Monsieur le Président, 2 résolutions européennes sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et sur le plan de relance européen en janvier et en juillet 2020. Et je rends d'ailleurs hommage au travail du président Bizet et du sénateur Sutour qui les avait à l'époque portés, comme vous le rappeliez. Alors s'agissant de cette nouvelle période budgétaire européenne qui a depuis commencé, le 1er janvier dernier, nous avons eu l'occasion d'en parler à l'occasion du débat sur les ressources propres. Nous avons été, je crois, particulièrement mobilisés collectivement pour défendre, pendant plus de 2 années de négociations, puisque le paquet budgétaire a été présenté en mai 2018 par la Commission, un grand nombre des priorités que vous avez soutenues, que vous avez définies dans ces résolutions, notamment dans la première. Et puis, face à la pandémie et à ses conséquences, qui étaient évidemment non anticipé et non anticipable au moment de la proposition de la Commission européenne. Comme vous l'avez rappelé, un plan de relance a été bâti progressivement par l'initiative franco-allemande du 18 mai 2020, puis par l'accord politique des 27 chefs d'État et de gouvernement le 21 juillet dernier. Et c'est là-dessus, en anticipation de ce Conseil notamment, que vous aviez souligné les positions du Sénat quant à la relance européenne. Alors, à quoi a-t-on abouti pour en dresser un panorama rapide, mais aussi précis que possible? À l'issue de cet accord du 21 juillet du Conseil européen, de plusieurs jours, comme vous vous en souvenez, et de la négociation avec le Parlement européen cet automne, l'Union européenne s'est dotée d'un plan de relance européen et d'un budget européen pour la période 2021-2027, qui représente ensemble 1 824 milliards d'euros exactement, soit près de 2%, 1,8% du revenu national brut, de la richesse produite par l'Union européenne, ce qui est un niveau historique. Je le rappelle, si nous combinons l'effet sur la période pertinente, c'est-à-dire les 3 prochaines années, 2021, 2022, 2023, puisque le plan de relance, lui, qui est un plan d'urgence, sera déboursé sur la première partie du cadre budgétaire, sur ces 3 années, cet effort combiné représente un doublement du budget ordinaire de l'Union européenne si on le compare à la période précédente en niveau annuel. Donc c'est un effort européen nécessaire face à la crise que nous connaissons, mais dont je veux rappeler aussi le caractère très ambitieux et très significatif, et je crois que cela correspond aux priorités que vous portiez. Sans être totalement exhaustif, je voulais insister sur quelques grands points d'attention qui émergeaient dans les résolutions concernant le budget pluriannuel plus spécifiquement. Vous aviez à cœur dans ces résolutions du Sénat que les nouvelles priorités de l'Union ne remplacent pas les politiques, je n'aime pas tellement l'expression, mais dites traditionnelles. Certains utilisant le mot traditionnel pour évacuer ces priorités progressivement. C'est évidemment pas la position que le gouvernement français, sous votre impulsion et recommandation, a suivie. D'abord, la politique agricole commune. Je rappelle, première politique de l'Union européenne par son montant, par la chronologie et l'ambition historique que nous portons depuis maintenant 58 ans autour de cette première politique intégrée de l'Union. Cela suffirait à en rappeler toute l'importance. Elle était attaquée dans la proposition initiale de la Commission européenne, comme vous le savez, en mai 2018, avec, selon les façons dont on calcule, mais une baisse d'environ 15 milliards d'euros en euros courants. Donc c'était un montant très significatif par rapport à la période budgétaire précédente, 2014-2020. C'est une position que nous n'avions, pas plus le Sénat et d'ailleurs l'Assemblée nationale que le gouvernement accepté, et nous l'avons donc combattu pour relever le niveau d'ambition et de financement de la politique agricole commune. Je crois que les résultats obtenus traduisent cette priorité, atteignent cet objectif, puisque au total, nous avons même légèrement augmenté l'enveloppe totale en euros courants consacrée à la politique agricole commune sur les 7 prochaines années. Plus de 385 milliards d'euros, comparé à 380 milliards d'euros d'exécution budgétaire sur la période précédente, si l'on additionne l'effort
centrale du budget 2021-2027 et un complément sur le deuxième pilier qui a été négocié et apporté par le plan de relance européen. Et sur les paiements directs, le premier pilier qui est particulièrement important, comme vous le savez, pour nos agriculteurs, c'est une stabilisation des revenus via ces paiements directs que nous avons assurés pour les 7 prochaines années. C'était un combat central, le premier dans notre action budgétaire menée par la France tout au long de ces 2 années de négociation. Je crois que nous avons là collectivement, par cette mobilisation, obtenu un résultat important, nécessaire et satisfaisant, même si j'y reviendrai dans un instant. La réforme de la politique agricole commune ne se résume pas à la question de son enveloppe budgétaire. Je tiens aussi à souligner quelques autres priorités qui étaient mentionnées dans les résolutions de votre Assemblée sur la politique de cohésion, qui a également augmenté pour les régions françaises, notamment les régions d'outre-mer. Je pense aussi au Fonds européen de défense, qui, s'il n'a pas atteint le niveau d'ambition que nous aurions souhaité, a été créé, tout simplement, et est doté de 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Je pense au programme ITER, si important pour l'énergie, la recherche sur l'énergie nucléaire d'avenir, qui a été augmentée également, pas tout à fait autant que nous l'aurions souhaité, je le reconnais, mais par rapport à la période précédente, et un fonds dédié aux questions de santé, qui face à la pandémie que nous connaissons, montre plus encore qu'auparavant sa pertinence et qui a été créé pour un montant total de 5 milliards d'euros, montant qui permet notamment de compléter les financements européens d'acquisition des vaccins. Donc cela devient opérationnel rapidement et extrêmement concret. De manière concomitante à l'adoption de ce budget, je le disais, j'en redis un mot, il y a le plan de relance. 750 milliards d'euros au total, 390 milliards d'euros de subventions budgétaires, 360 milliards d'euros de prêts. Sur le montant de subventions budgétaires qui est prévu, les 390 milliards que je mentionnais, vous le savez, c'est un peu plus de 40 milliards d'euros, probablement plus exactement autour de 45 milliards d'euros qui seront destinés à la France, via l'État ou via les régions, selon les enveloppes. Si je suis un tout petit peu plus détaillé sur ce plan de relance, c'est une autre façon de le présenter et de retrouver ces 750 milliards d'euros. Nous avons un instrument central qui est l'aide à la relance dans les États membres, pour un montant de 672,5 milliards d'euros, une augmentation temporaire des fonds de cohésion, complété aussi par le plan de relance pour près de 50 milliards d'euros, 47,5 très précisément, jusqu'en 2023, et un renforcement, je l'évoquais, ça va dans l'enveloppe totale de la PAC, du deuxième pilier du FEADER pour 7,5 milliards d'euros. Ainsi, c'est important parce que 10 départements français en bénéficieront directement, qu'un fonds de transition juste en matière écologique qui sera complété de 17,5 milliards d'euros. Un programme de soutien à l'investissement privé, c'est la suite de ce qu'on avait appelé le plan Juncker. Et puis, dans ce plan de relance, pour finir, un renforcement de quelques actions qui sont devenues clés en période de crise, le renforcement du programme de recherche Horizon Europe et le renforcement de notre programme de protection civile, ce qui complète les actions sanitaires mentionnées, notamment permettant l'achat de respirateurs, de masques, d'équipements médicaux qui forment une réserve d'urgence, qui avait été une ancienne proposition de Michel Barnier, complétée sur le volet sanitaire grâce à ce plan de relance. S'agissant des ressources que vous évoquiez aussi dans les résolutions, l'accord européen, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, n'a pas permis de réaliser l'ambition commune du Sénat et du gouvernement de baisser d'une part le taux de perception des droits de douane, qui sont une forme, disons-le, de rabais caché pour certains pays, notamment la Belgique et les Pays-Bas. Pardon ? Et on les augmente en plus par rapport à la période actuelle. Et nous n'avons pas réussi à mettre un terme au rabais tout court pour 5 pays, comme nous l'avons amplement discuté. Je le regrette, je le dis aussi avec conviction. Je crois que nous avons mené un combat, je sais que nous avons mené ensemble un combat gagnant, essentiel, qui, j'en suis convaincu, marquera l'Europe durablement au-delà de cette crise. C'est la dette commune, c'est la capacité de relance européenne. Cela a été, même si les choses sont sans doute un peu plus complexes, mais une forme de contrepartie. Le maintien des rabais n'a pas été le combat gagnant de cette fois-ci, mais je crois qu'il peut l'être la prochaine fois parce que nous aurons le débat sur les ressources propres et que cela nous donne aussi une occasion de remettre en cause l'ensemble du système de financement
et de ces aberrations dont font partie les rabais pour les années suivantes, après 2027, mais ça se prépare très en amont, comme vous le savez mieux que moi, et donc dès aujourd'hui. Ce cadre financier pluriannuel et cette décision sur les ressources propres ont néanmoins introduit symboliquement une première étape, c'est la contribution sur les emballages plastiques dès 2021, dont nous savons qu'elle n'est pas véritablement une ressource propre, plutôt une forme de bonus-malus, mais son caractère symbolique est important. Et surtout, cette feuille de route que nous évoquions ensemble la semaine dernière, négociée entre les chefs d'État et de gouvernement, qui, je le rappelle, est actée à 27, c'est dans l'accord du 21 juillet, et a été renforcée, précisée par la négociation avec le Parlement européen, avec une obligation dont la Commission s'acquittera dans les prochaines semaines, de présenter des actes législatifs européens dès ce semestre, donc, dès le premier semestre 2021, sur 2 de ces ressources, qui sont à mon sens les ressources clés sur le plan politique et budgétaire, le mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières et la taxe sur les services numériques, à laquelle vous faisiez référence à propos de la régulation du numérique. Et l'engagement qui a été pris conjointement par les co-législateurs européens, le Conseil et le Parlement européen, c'est d'aboutir d'ici fin 2022, donc c'est un combat d'aujourd'hui et d'urgence, sur ces 2 ressources propres pour qu'elles entrent en vigueur dès le 1er janvier 2023. Est-ce certain? Je le dis avec honnêteté, pas encore. Est-ce possible? Je le crois très profondément. Nous n'avons jamais été aussi proches depuis 40 ans, puisqu'aucune ressource propre n'a été créée depuis les années 70. Plus de 40 ans, de créer 2 nouvelles ressources propres essentielles qui sont d'autant plus importantes qu'elles ne sont pas magiques, mais elles sont justes parce qu'elles font payer des contributeurs qui aujourd'hui n'apportent rien aux actions publiques, aux politiques publiques européennes que nous menons et bénéficient largement de notre marché unique. Je pense bien sûr à des entreprises non européennes dans le secteur du numérique ou qui exportent des produits qui ne respectent pas encore toutes nos exigences environnementales par le prix du carbone dont elles bénéficient. Donc ces 2 ressources sont clés à tous égards dans les priorités politiques européennes et le futur remboursement du plan de relance. Et cette audition est l'occasion pour moi de vous remercier, Monsieur le Président, et l'ensemble de l'Assemblée, de votre commission en particulier, pour le large soutien que je sais exigeant et vigilant, le large soutien du Sénat au projet de loi autorisant la ratification de la décision ressources propres. C'était jeudi dernier et dès avant-hier, la promulgation de cette décision a été faite par le gouvernement au journal officiel et nous avons transmis hier, pour être très précis, l'instrument de ratification aux autorités européennes pour que la France soit donc l'un des premiers États membres, le 5e, à assurer la ratification de cette décision sur les ressources propres. À la suite de cette étape parlementaire essentielle, nous finalisons notre plan de relance national, car il doit, vous le savez aussi, être notifié formellement au plan européen. Et nous associons d'ailleurs à ce travail, via le secrétariat général des affaires européennes et en lien avec la ministre Jacqueline Gourault, les collectivités territoriales, autorités de gestion des fonds européens, pour définir précisément les lignes directrices de ce plan. Et j'espère, devant vous, je le dis, c'est le combat là aussi que nous engageons, que concrètement, de manière sonnante et trébuchante, les fonds européens du plan de relance arriveront dès le mois de mai en France et dans les autres pays européens. Ça n'est pas encore acquis car nous devons assurer que les 40 parlements nationaux concernés dans les 27 États membres assurent la ratification. Vous le savez, c'est un processus qui prend d'habitude 2 ans au moins et qui doit être assuré désormais en 5 mois. C'est long. C'est très court par rapport à d'habitude, c'est sans doute long par rapport à nos besoins de relance, mais nous pouvons le faire et avoir un préfinancement. Je vous interromps 2 secondes, Monsieur le Ministre, sur ce sujet, puisque vous parlez effectivement de l'arrivée des fonds, potentiellement le SGAE nous avait dit juin, vous espérez mai, mais on avait un petit doute, puisque le SGAE nous avait dit que globalement c'était 13% d'enveloppe qui était distribuée en prêt en prépaiement, oui. et que ces 13% en fait servaient à rembourser déjà des avances qui auraient été faites par l'État sur le plan de relance. Si vous, oui. En 3 minutes, vous pouvez nous en dire Bien plus, ça clarifierait les échanges qu'on a eus avec le SGAE. Alors peut-être 3 choses là-dessus. Les 13% dont nous parlons, c'est le préfinancement. Qui a l'avantage de pouvoir être décaissé dès que la ratification par les 27 est faite. La Commission a besoin, pour aller sur les marchés, emprunter l'argent nécessaire au plan de relance,
que les 27 aient fini leur ratification. Elle le prépare en temps masqué, si je puis dire, mais l'acte de financement, elle ne peut le faire qu'après cette ratification. C'est ça que j'espère au mois de mai, dans un scénario un peu moins optimiste au mois de juin, mais battons-nous pour le faire le plus vite possible. Et dès l'instant où cela est prêt, même si tous les plans de relance nationaux n'ont pas été validés, elle peut assurer le préfinancement, ces fameux 13% de l'enveloppe totale des 750 milliards et notamment des 390 milliards de subventions. Donc pour la France, ça représente un montant d'environ 5 milliards d'euros. Cet argent, la Commission, si je puis dire, ne l'affecte pas. Elle le verse aux autorités nationales en fonction des enveloppes auxquelles elles ont droit. Si, comme nous l'avons fait, nous avons démarré le plan de relance avant, ça vient, oui, d'une certaine façon en remboursement. Ce n'est pas construit comme ça. Mais de fait, nous aurons dépensé plus de 5 milliards d'euros du plan de relance national dans son ensemble d'ici le mois de juin. Nous avons déjà dépensé 11 milliards d'euros. Donc, non, ce n'est pas poste à poste, si je puis dire. C'est sur la partie européenne telle que nous la notifions. Elle n'est pas perverse, mais elle est mathématique, c'était de dire si on utilise les 5 milliards pour rembourser une partie des 60 liés au déboursement français, à ce moment-là, on perd 5 milliards sur l'ensemble du plan. Donc est-ce que c'est... Voilà, oui, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire les 5 milliards, est-ce qu'ils sont affectés sur les 40 c'est bien ça, Patrick, ce qu'on avait... Ils sont affectés sur les 40 du total, enfin c'est une partie, c'est une première tranche des 40 et quelques que la France touchera. Ça, c'est clair. Voilà. Après, il y a deux autres éléments qui sont importants, qui doivent être encore précisés, mais qui sont successifs à ce préfinancement. C'est que le préfinancement, ça n'est qu'une partie de ce qu'on touchera en 2021, bien sûr. Et j'espère qu'en 2021, on touchera plus de 13% de l'enveloppe totale française du plan de relance. C'est bien l'objectif, puisque on devrait toucher même plus d'un tiers de ce total, donc c'est un montant important. Et comme vous le savez, c'est le dernier point, puisqu'il intéresse en particulier les collectivités et les régions au premier chef. Nous sommes en train de discuter avec Jacqueline Gouraud pour, dans la partie du plan de relance national, des 100 milliards d'euros qui est territorialisé et parfois contractualisé avec les régions, qui est indépendant du découpage Europe-France, mais dans ces 100 milliards d'euros, on territorialise au maximum et on contractualise au maximum. Il faut qu'on indique aux régions, c'est une exigence de leur part et de l'Union européenne, ce qui relève du financement européen ou pas. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de finaliser, ce qui permettra de dire aussi dans chaque type de contrat entre l'État et les collectivités territoriales, les régions en l'occurrence, de savoir ce qui est européen ou pas. C'est un peu de la présentation. Parce qu'à la fin, l'important économiquement, c'est qu'on ait les 40 milliards d'euros d'argent européen, et leur fléchage exact, à la limite, est un peu moins important, mais ça permet aussi aux régions de savoir ce qui provient de l'Europe en complément des fonds de cohésion à travers le plan de relance européen. Petite question, puisqu'on est sur ce sujet. On sépare justement de la question du plan de relance et donc de la pandémie ces 40 milliards, et justement, j'ai évoqué tout à l'heure le fonds d'ajustement du Brexit. Oui. Donc, les 5 milliards à l'enveloppe budgétaire européenne, dont je ne sais plus, près de 600 millions 300 millions seront versés à la France, eux aussi sont contractualisés dans ce cadre-là. C'est un ensemble dans la contractualisation, ou alors c'est une contractualisation à part, permettant, parce que finalement, les dépenses effectuées en termes d'ajustement Brexit, elles ont été effectuées en général par les régions. Alors ça, c'est un point qu'on doit encore clarifier dans les modalités du règlement du fonds d'ajustement Brexit, mais il y aura normalement une discrétion assez grande laissée à chaque État membre. Donc là aussi, la Commission regarde les choses en deux temps, c'est-à-dire elle définit par les critères qu'elle a posés dans ce règlement ce qui revient à chaque secteur et à chaque État, et donc il y a à la fin une forme d'enveloppe nationale, et libre aux États membres en fonction des secteurs concernés et des investissements qui ont été faits, par exemple par les collectivités, mais aussi par les ports, de contractualiser si chaque État le souhaite. Donc, en faisant sauter le verrou de juillet 2020. Lequel ? Parce qu'en fait, les dépenses ne sont prises en compte qu'à partir de juillet 2020. Donc moi, je pense que ça doit être un combat de la France. C'est votre combat, nous, à notre niveau. D'avancer la date d'éligibilité. Ah bah bien sûr. Oui. Alors ce qu'on a fait déjà pour le plan de relance, d'ailleurs, puisque ça commence au 1er février 2020. Les dépenses éligibles, mais ce qui n'est pas encore le cas, vous l'avez raison. Dans Désolé de vous avoir interrompu, mais je pense qu'il fallait clarifier. Tout à fait. Le projet de règlement Brexit, on pourra le repréciser puisque vous m'avez interrogé sur ce point. Pour être clair, en l'état, il n'est pas satisfaisant du point de vue français, parce que les critères de répartition sectoriels ne sont pas mauvais,
parce qu'il donne une priorité importante au secteur de la pêche, ce qui était notre priorité affichée et la logique même du fonds d'ajustement Brexit, puisque c'est d'aider les secteurs et les régions les plus touchées. Mais du point de vue de l'intérêt français pris dans son ensemble, l'enveloppe dont bénéficierait la France nous apparaît aujourd'hui trop limitée. Donc nous travaillons sur les critères. Évidemment, comme c'est un montant donné, c'est un gâteau dont le grossissement d'une tranche correspond au rétrécissement de la tranche de l'autre État. Donc c'est un combat compliqué. Vous allez me trouver taquin, mais ça compense en partie la tristesse du FEAMP dans le plan de relance, dans le plan de financement. Parce que le FEAMP n'a quand même pas été très servi. Il a été rattrapé, mais il n'a pas été très servi. Vous avez raison, il a été rattrapé, mais par rapport à l'ambition que nous portions, il n'est pas totalement satisfaisant, c'est certain. Mais j'insiste sur le fonds Brexit tel qu'il est déjà proposé. En revanche, sur la pêche, les enveloppes prévues sont importantes. Si vous le voulez bien, je passerai au projet de résolution sur le futur de la politique, la résolution qui a été adoptée sur la politique agricole commune et des mesures à prendre en temps de crise, qui était une résolution de juin 2020, au rapport aussi de l'ancien président Bizet, sauf si vous avez d'autres précisions mais on pourra y revenir ensuite, sur le cadre budgétaire lui-même. Très bien. Alors cette résolution avait fait le constat de la fragilité du secteur agricole européen, français en particulier, en temps de crise, et de la nécessité pour l'Union européenne de lui venir en aide en adaptant ses règles, notamment dans le domaine de la concurrence. Et je partage avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, votre conviction. Nous avons là un chantier qui n'est pas fini. Je vais dire quelques mots de l'état d'avancée des mesures d'urgence, mais un chantier de fond qui n'est pas fini sur l'adaptation des règles de concurrence. Nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises devant votre commission, à la politique agricole, aux négociations commerciales dans le secteur agricole. C'est clair que c'est un chantier qui n'est pas encore assez avancé et je crois que nous partageons là aussi la même conviction de réforme. Alors, sur les mesures d'urgence plus spécifiquement, la Commission avait proposé, sous notre impulsion, dès le mois d'avril, une plus grande flexibilité des instruments de la PAC face à la crise, avec la prolongation du délai de dépôt des demandes d'aide, ainsi que des avances de paiement plus élevées. On était passé à 70% au lieu de 50% pour les paiements directs, à 85% au lieu de 75% pour les paiements liés au développement rural, au second pilier. L'Union a également développé, c'était je crois plus important encore, des mesures d'urgence financière, avec le renforcement du FEADER au titre du plan de relance, nous l'avons évoqué, mais avant même cela, en se dotant d'un paquet de mesures de marché. Cela avait pris quelques semaines au printemps dernier, mais nous l'avions obtenu, avec l'activation d'aides au stockage privé, en particulier pour les produits laitiers, pour la viande, une dérogation aux règles de concurrence face à la crise pour certains secteurs et des flexibilités pour la gestion de plusieurs programmes, notamment dans le secteur de la viticulture, dont nous savons, pour cette filière viticole, qu'il y avait une forme de double crise ou de double peine, si je puis dire, en combinant les effets de la crise économique, comme pour beaucoup de secteurs agricoles, et les effets des mesures commerciales américaines qui touchaient tout particulièrement la viticulture, ce qui avait donné lieu à un plan de soutien national présenté par le Premier ministre et Julien Denormandie cet été, mais aussi à ces mesures de soutien européennes. Nous demandons encore à la Commission de suivre attentivement ces mesures de marché et d'envisager de nouvelles mesures si nécessaire, ainsi que pour la viticulture. C'est un combat qui n'a pas encore trouvé son aboutissement, je le dis sincèrement, sur des mesures de soutien financier accrues au niveau européen en complément des efforts nationaux que nous portons. Même si, là aussi, pour être précis sur cette double crise, notre premier combat, c'est évidemment de lever les mesures de tarifs commerciaux imposées par les Américains contre le secteur de la viticulture en rétorsion dont nous contestons la légalité et le fair play dans une relation entre alliés. En ce qui concerne plus généralement les négociations liées à la réforme de la PAC que vous avez évoquées, Monsieur le Président, notre conviction, je l'ai évoqué sur le plan budgétaire, est que cette politique reste centrale. Elle doit apporter une sécurité alimentaire, une qualité alimentaire, défendre nos standards sanitaires et environnementaux, y compris en matière d'accords commerciaux, j'y reviendrai, en maintenant des coûts raisonnables. Et l'équilibre qui a été trouvé au Conseil en octobre 2020 reprend une large partie des demandes de la France et des demandes que le Sénat avait portées dans le cadre des trilogues qui sont encore en cours
entre le Parlement et le Conseil en particulier. Nous sommes particulièrement vigilants en matière d'architecture environnementale. Les règles de la conditionnalité, ce qu'on appelle les éco-régimes, ou les éco-schemes en mauvais français, ou les seuils minimaux de dépenses environnementales. La simplification du modèle de mise en œuvre, les souplesses de gestion financière et l'introduction d'un droit à l'erreur, comme on l'a appelé, font également partie des priorités que la France défend, tout comme les aides couplées en lien avec le développement des surfaces de protéines végétales et la préservation des mécanismes d'aide aux zones en situation de handicap naturel. Je tiens à préciser aussi, puisque c'est à la fois une forme de soutien régional, mais de politique agricole, bien sûr, que par notre mobilisation, appuyée par de nombreux parlementaires nationaux et européens, avec Julien Denormandie et avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, nous avons pu maintenir aussi, dans la dernière ligne droite à la fin de l'année 2020, dans les négociations avec le Parlement européen, le maintien du budget du programme dit POSEI, si important pour l'agriculture de nos Outre-mer. Et ce programme était remis en cause, comme vous le savez, jusqu'à la fin de l'année dernière. En matière de règles de concurrence, notre position, et la vôtre, me semble-t-il, vise à rendre possible l'extension d'accords interprofessionnels permettant la constitution de fonds de mutualisation pour prévenir différents risques sur la santé animale, sur le plan économique ou sur le plan environnemental. Et nous souhaitons également intégrer mieux les coûts de production dans les dispositions relatives au partage de la valeur, renforcer ainsi l'encadrement des relations contractuelles, je pense notamment au secteur du lait. En matière ô combien sensible de commerce international et d'accords commerciaux, sujet que nous avons aussi évoqué à plusieurs reprises devant votre commission et devant votre assemblée en général, nous devons être les plus vigilants possibles. Offensifs, car conquérir des marchés internationaux est aussi une condition de vie ou de survie de notre agriculture nationale. Nous ne devons pas être sur une position uniquement défensive, mais sans accepter non plus des accords commerciaux qui ne respecteraient pas nos standards de qualité environnementale, alimentaire, de production, que ce soit d'ailleurs dans le secteur agricole ou industriel. Et je veux redire ici, notamment sur la question de l'accord le plus connu, puisque celui qui est sur la table de l'Union européenne depuis un peu plus d'un an, celui sur le Mercosur, la position de la France est claire, elle n'a pas changé, l'accord existant n'est pas acceptable. Si c'est un nouvel accord, un accord qui a été modifié sur les points que vous connaissez en matière de biodiversité, de respect de l'accord de Paris et de respect, là aussi, de nos standards environnementaux, sanitaires, alimentaires, ce serait une autre discussion, mais l'accord qui existe n'est pas acceptable pour la France et je crois que cette position est largement partagée, je tenais à la repréciser. Comme je l'évoquais en introduction, la politique agricole commune, je n'insiste pas lourdement, sera renforcée sur le plan budgétaire avec cette légère augmentation d'1,5% en valeur par rapport au cadre financier précédent. Pour la France, cela signifie un montant d'aide directe avant un éventuel transfert qui serait de 51 milliards d'euros pour les aides directes contre 52,9 sur la période précédente, mais un deuxième pilier qui, lui, serait en forte augmentation, passant de 9,9 à 11,4 milliards d'euros. Le jeu des transferts, qui est une pratique autorisée, évidemment, et habituelle, que le ministère de l'Agriculture est en train de regarder, nous permettra de stabiliser le montant des aides directes. S'agissant de la résolution concernant la modernisation de la politique européenne de concurrence, qui a quelques liens avec le sujet agricole, mais qui est évidemment de portée beaucoup plus large, adoptée en juillet 2020 au rapport des sénateurs Chatillon et Hainaut. Je voulais redire les actions que nous menions dans ce sens. D'abord la France, l'Allemagne, mais aussi la Pologne et l'Italie ont appelé, par leur ministre de l'économie, à une modernisation et une réforme profonde du droit de la concurrence européen pour l'adapter aux objectifs d'une politique industrielle et d'une concurrence internationale qui nécessite de revoir un certain nombre de nos concepts profonds de politique de concurrence européenne. Et le gouvernement a ainsi soutenu, dans l'esprit de votre résolution, 3 initiatives essentielles, il y en a d'autres, mais 3 initiatives essentielles qui sont portées par la Commission européenne, qui ont été portées par la Commission européenne au cours de l'année 2020, notamment par le commissaire Thierry Breton et la vice-présidente Margrethe Vestager. D'abord, un projet de révision de la définition du marché pertinent, qui date de 1997. C'était un des points clés de votre résolution et de vos expressions diverses.
ce qui n'est plus adapté à la concurrence internationale, notamment chinoise, que nous vivons aujourd'hui. Deuxième élément très important, c'est la publication en 2020 également d'un livre blanc, j'y reviendrai, sur les subventions étrangères. Et la régulation des subventions étrangères, c'est un élément de distorsion de la concurrence très important sur le marché européen auquel nous devons répondre et qui n'était pas dans le panorama de nos règles de concurrence jusqu'à présent. Et puis la proposition de règlement, vous y aviez fait allusion, Monsieur le Président, relatif aux marchés équitables et contestables dans le secteur du numérique, ce qu'on appelle de manière parfois plus rapide le DMA, présenté le 15 décembre dernier dans un paquet numérique d'ensemble par Madame Vestager et Monsieur Breton. Un mot sur ce texte qui vise de manière très importante, et c'était une position la vôtre et celle de la France, que nous défendions, qui vise la régulation ex ante des grandes plateformes numériques. Je crois qu'on en voit, en particulier à la lumière de la crise, toute l'importance. L'objectif, sans être trop long, est de garantir que les marchés numériques restent innovants et ouverts à la concurrence, et surtout que les relations commerciales avec ces grandes plateformes, ces grands acteurs numériques que chacun connaît, soient équitables. Il prévoit à ce titre un mécanisme de contrôle du respect des règles de concurrence fondée sur les enquêtes de marché et des obligations supplémentaires pour ces grands acteurs en fonction de seuils qui sont définis dans ce texte. Nous serons très attentifs, puisque nous sommes au début du processus législatif européen, à ce que les négociations qui s'engagent confortent ces ambitions et notamment, plus précisément, que la Commission puisse bénéficier de très larges pouvoirs d'enquête, qu'elle puisse adopter des mesures conservatoires et ce qu'on appelle des remèdes comportementaux ou structurels. Concrètement, il s'agit de faire en sorte que la politique de concurrence puisse agir en amont et imposer des obligations aux plateformes, plutôt qu'en aval. On voit l'activisme de la Commission bienvenu face à quelques grands acteurs du numérique, Google par exemple, avec de nombreuses enquêtes de concurrence, parfois des amendes très significatives, mais qui arrivent 5 à 7 ans après la commission des faits et donc ne réorganise pas le marché et ne corrige pas les atteintes à la concurrence. Je rappelle, pour donner ce seul exemple, que Google, par exemple, c'est 97% en Europe du marché du moteur de recherche. Donc on a des situations de quasi-monopole. Les règles de concurrence actuelles, intervenant ex post et longtemps ex post, ne permettent pas de répondre à ces risques de marché et à ces risques de concurrence. Les orientations de votre résolution portaient, au-delà de la question de la régulation numérique, sur ces deux points que j'évoquais. Et c'est pour ça que je citais les trois initiatives de la Commission. La révision de la communication relative au marché pertinent. Le Sénat demandait l'actualisation de la définition du marché et la prise en compte de la concurrence potentielle future. Derrière ce terme se cache l'essentiel de l'enjeu, puisque nous l'avons vu sur le marché du ferroviaire, par exemple. Si l'on regarde le marché actuel, ou des prévisions raisonnables sur 5 ou 7 ans ou 10 ans, la concurrence étrangère est assez faible. Mais nous avons vu que parfois, nous l'avons vécu malheureusement sur des industries comme les panneaux photovoltaïques, qu'en quelques années, une concurrence non anticipée d'acteurs chinois ou autres peut balayer un marché européen. Et donc, revoir le marché pertinent pour prendre en compte la dimension mondiale de la concurrence actuelle et pas seulement le marché européen ou national est absolument fondamental. Nous continuons à porter avec vous cette exigence auprès de la Commission européenne. Et je dis un mot sur le règlement que je pointais du doigt, le projet de règlement sur les subventions étrangères distortives de concurrence. Là aussi, derrière ces termes barbares se cache un outil fondamental. Un livre blanc a donc été publié par la Commission l'an dernier pour recueillir nos impressions. Et dès la fin du premier semestre, c'est l'engagement de la Commission européenne, un texte législatif, un projet de règlement sera soumis au Parlement européen et au Conseil. Si l'on suit les propositions du livre blanc, il pourrait être très ambitieux et permettre par exemple d'empêcher l'accès au marché ou d'imposer des amendes très significatives à des entreprises non européennes qui investiraient en Europe, participeraient à des marchés publics européens, tout en étant subventionnés par les autorités publiques dans leur propre pays. Et ça, je crois que c'est le vrai sujet d'équité des conditions de concurrence sur le marché européen aussi, parce que l'on voit bien qu'on est évidemment plus compétitif quand on est très largement subventionné à la maison et qu'on peut casser les prix, pour le dire très clairement, sur le marché européen. Si l'Union européenne, aujourd'hui, n'a aucun instrument pour faire face à cette atteinte aux règles de concurrence, puisque nos règles de concurrence n'ont pas été faites pour cette compétition mondiale, mais pour une compétition européenne, comme on le sait. Donc c'est l'autre combat que nous menons dans l'esprit aussi de votre résolution.
J'ai déjà été long, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis prêt néanmoins, bien sûr, à compléter un certain nombre de réponses sur ces 3 résolutions, ou ces 3 ensembles de résolutions sur les 3 thèmes que nous avons évoqués, ou à préciser d'autres points, et puis ensuite à continuer notre échange sur les 4 autres thèmes que vous avez souhaité mettre en exergue. Bien, alors je ne sais pas... Chez nos collègues qui sont connectés, y a-t-il des demandes de prise de parole? D'accord. Non, il n'y en a pas. Il y a eu des demandes de prise de parole par nos collègues connectés. Madame Gruny? Donc je vais prendre Madame Gruny et ensuite je laisserai Patrice Joly sur le CFP notamment, probablement. À toi, Pascal. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors moi, je voulais revenir au sujet de la PAC, sur les réflexions de la Commission européenne en termes de stratégie biodiversité au sein de ce qu'on appelle le Green Deal. Elles sont manifestement fondées sur l'idée de décroissance. Alors comment en particulier prévoir à l'horizon 2030? C'est seulement 9 ans et en agriculture, ça fait beaucoup moins. Donc comment peuvent-ils renoncer à 10% de la surface agricole utile européenne tout en diminuant de 50% l'utilisation des pesticides? Donc à ce sujet, la recherche, la substitution, d'autres pratiques agricoles, et en quadruplant aussi à 25% les terres converties au bio, sans de facto renoncer à l'agriculture traditionnelle. Et donc derrière, assurer un revenu décent à ceux qui doivent nourrir la planète, nos agriculteurs. Donc compétitivité et bien sûr alimentation saine. Et puis, dans nos propositions, on a souvent évoqué le sujet de la renationalisation de la PAC, pour lequel nous sommes très inquiets, parce que derrière, c'est bien sûr des distorsions de concurrence supplémentaires et du dumping social et environnemental. Voilà mes questions. Merci beaucoup. Comme les sujets sont différents, Monsieur le Ministre, je vous propose de répondre question par question. Alors sur les objectifs 2030, nous veillons justement dans la négociation, le ministre de l'Agriculture sera plus précis que moi, mais c'est ce à quoi a veillé le ministère de l'Agriculture et ce à quoi nous veillons dans les négociations en trilogue aujourd'hui, à ce que nous ne mettions pas des objectifs intenables ou qui remettent en cause un modèle agricole, notamment français, à l'horizon 2030. Je prends un exemple, vous avez cité la question des surfaces agricoles ou de la conversion bio. Il y a un exemple qui me paraît important et qui était un combat commun, je crois, dans cette nouvelle PAC, c'est la question des éco-régimes que j'ai simplement mentionné. Si nous n'avons pas des régimes, d'ailleurs il y a 2 questions pour être précis, il y a la question des pourcentages d'éco-régimes, entre 20 et 30% sont discutés actuellement entre le Conseil et le Parlement, mais il y a surtout, plus important, la question de leur caractère obligatoire. Typiquement, si nous n'avions pas de caractère obligatoire européen et que la France le faisait et que d'autres pays ne le faisaient pas, là on remettrait en cause notre modèle et on casserait la compétitivité non seulement de l'agriculture européenne vis-à-vis d'autres acteurs internationaux, mais de la France vis-à-vis de ses partenaires européens. Et donc typiquement là-dessus, je crois qu'il faut mettre, non pas pour embêter les agriculteurs, au contraire, le plus de règles obligatoires européennes possibles pour éviter que nous ayons des obligations et que nos partenaires européens ne l'aient pas. C'est exactement l'approche que l'on essaye de développer aujourd'hui sur le glyphosate, par exemple, pour ne pas avoir une politique française qui nous tirerait une balle dans le pied par rapport à nos partenaires européens, ce qui ne serait ni efficace environnementalement, ni soutenable économiquement. Sur la renationalisation de la PAC, pour être tout à fait honnête, c'est une question qu'on s'était posée au tout début de la négociation. Je crois exactement pour cette même raison, il ne doit pas y avoir de tabou, mais je crois que ça ne serait pas du tout la meilleure façon de défendre l'agriculture française. Pourquoi? D'abord parce que c'est une politique intégrée, je ne veux pas être dans le symbole, mais je le disais tout à l'heure, la première depuis 58 ans. Je crois qu'il y aura un effet de détricotage du budget européen et de beaucoup de politiques communes si on commençait par celle-ci. Bon. Elle bénéficie évidemment en premier lieu à la France, mais on pourrait dire que finalement, à travers un budget national augmenté, nous pourrions faire le même effort financier. Mais je crois qu'on perdrait surtout le même levier, même si c'est encore très imparfait, d'égalisation ou d'harmonisation des normes agricoles
ou des soutiens financiers à l'agriculture entre pays européens. Si on ne veut pas se créer une compétition interne à l'Europe qui s'ajouterait à la compétition externe que je décrivais, accords commerciaux, etc., je crois qu'en nationalisant la PAC, on courrait massivement ce risque. Et donc c'est pour ça que cette option, qui peut avoir parfois entretenir des fantasmes sur le plan budgétaire en se disant on aurait plus d'argent au niveau national, etc., je crois que ce n'est pas exact. D'abord, nous avons un bon taux de retour sur la PAC et le meilleur taux de retour de toutes les politiques européennes pour la France. Oui. Monsieur le ministre, excusez-moi, c'est justement l'inverse. C'est que le projet de la PAC nous laisse à penser qu'il y aurait en fait une renationalisation avec du coup des distorsions de concurrence. C'est pas, moi mon souhait, c'est justement que ce soit pas renationalisé, que ça reste bien entendu une compétence uniquement européenne. Pardon, je vois bien que vous ne défendez pas la renationalisation, mais je revenais là-dessus un peu trop longuement. Mais sur le nouveau modèle de PAC et les risques du coup qu'on aille vers une forme de renationalisation de fait avec plus de liberté donnée à chaque État membre. Je le disais au début, je crois qu'on a le plus possible évité ce risque. Maintenant, dans l'exécution, d'abord dans la finalisation de la réforme négociée en trilogue et ensuite dans l'exécution par la Commission européenne, il faut s'assurer que la marge de manœuvre qui est donnée à chaque pays ne soit pas au détriment de règles communes. D'où l'importance d'en définir le plus possible, sans être excessivement bureaucratique, mais le plus possible. Je pensais aux éco-régimes, par exemple, mais aussi que dans l'exécution, la Commission européenne vérifie que les programmes nationaux qui lui seront soumis soient le plus cohérents possible. Je pense que cette marge de manœuvre, elle est bienvenue pour éviter un certain nombre de lourdeurs, de paiement des dispositifs de la PAC qu'on a beaucoup discuté. C'est pour ça que je disais qu'il y a toujours, parfois revient ce fantasme de la renationalisation, pas par votre expression, mais plus généralement. Et on s'était, je le disais sincèrement, posé la question au tout début de la négociation, vu la proposition budgétaire de la Commission, mais on l'a rehaussée. Je pense maintenant qu'il faut faire attention à ce que la Commission européenne ne démantèle pas de facto le caractère intégré de la PAC dans les programmes qui seront soumis après adoption de la réforme. Mais je ne crois pas que ce soit l'intention de la DG Agri et du commissaire avec lequel Julien de Normandie et moi nous sommes entretenus à ce sujet à plusieurs reprises. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci pour la clarté de vos propos. Trois questions pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les accords commerciaux et les enjeux notamment dans le domaine agricole, mais pas seulement. C'est que le Mercosur et le CETA font l'objet d'une application anticipée ou provisoire pour une partie, notamment pour ce qui relève de l'Union européenne. J'aimerais savoir exactement ce qu'il en est. Très précisément, ça n'est pas très clair dans ce que l'on en sait. Deuxième point concernant le budget communautaire et la négociation qui s'est achevée en fin d'année. On sait que la France, au cours de ces dernières années, n'a pas été nécessairement toujours dans des consommations optimales des crédits budgétaires. Quelles sont les dispositions que le gouvernement envisage de prendre pour que dans la future période, cette consommation soit améliorée? Et quelles sont dès lors aujourd'hui les discussions, les négociations qu'il y a avec les gestionnaires territoriaux de ces fonds? Troisième sujet concerne les ressources propres et je voudrais m'attacher à évoquer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La Commission européenne doit normalement faire des propositions d'ici la fin de ce semestre. Ça a été évoqué récemment au Parlement européen dans le cadre de la Commission douane. Le rapporteur et le président de cette commission ont souhaité qu'il y ait une forte liaison entre ce mécanisme et celui du système d'échange des quotas d'émissions, notamment concernant les modalités de fixation des prix du carbone. Le président de la commission, Pascal Canfin, à cette occasion, a évoqué le risque qu'il pourrait y avoir, en liant les deux, d'abord d'être contraint par la règle de l'unanimité qui rend plus difficile l'aboutissement de la négociation, mais surtout que ces modalités d'organisation, d'articulation pourraient être rejetées par l'OMC comme constituant une mesure protectionniste. J'aimerais avoir votre avis sur l'analyse de cette situation. Et puis, par ailleurs, la France va avoir en charge, à partir du premier semestre de l'année prochaine, ces questions-là. Comment la France envisage de travailler sur ces sujets? Je vous remercie.
Alors, sur les 3 points, Monsieur le sénateur Joly, un point sur lequel je serai rapide parce que elle relève davantage de mon collègue de l'agriculture, mais qui est important évidemment, c'est l'accélération des dispositifs nationaux de versement des aides qui ont été beaucoup complexifiés ces dernières années. C'est un des points positifs, je crois, du modèle nouveau que propose la Commission si on s'en saisit de manière efficace, mais c'est encore devant nous de le définir dans l'année qui vient, puisque nous avons, vous le savez, un délai avant la mise en œuvre de la nouvelle PAC, d'abord pour finir la négociation et ensuite pour sa mise en œuvre jusqu'à la fin de l'année 2022. Et donc nous devrons effectivement définir des dispositifs d'accélération. Nous avons plus de marge de manœuvre par rapport au règlement financier européen dans la définition des circuits de financement que la France mettra en place dans la nouvelle période. Donc c'est encore devant nous, mais je pense que c'est un des avantages de cette, non pas de cette renationalisation, mais de cette marge de manœuvre supplémentaire qui nous est laissée, parce que, vous le savez mieux que moi, dans un certain nombre de cas, c'est vrai aussi pour les fonds de cohésion, les retards de versement, nous l'avons vécu encore en 2017 en arrivant sur beaucoup d'éléments des paiements directs. Nous sommes en retard parce que nous avons complexifié nous-mêmes les circuits de versement et de financement. Donc il est encore un peu tôt pour dire exactement comment nous le ferons, mais c'est l'enjeu de cette souplesse supplémentaire donnée aux États membres dans la nouvelle politique agricole. Sur les accords commerciaux, pour être très clair, bon, d'abord il y en a, je crois, 3 qui sont dans le paysage. Je ne mets pas volontairement le CETA, puisqu'il a un statut différent, étant en application provisoire. Celui du Mercosur, j'ai rappelé la position très claire, notamment pour des raisons agricoles, mais plus largement parce que les engagements en termes de biodiversité, de standards alimentaires, sanitaires, environnementaux et du respect général de l'accord de Paris ne sont pas assurés. Et puis il y a 2 autres accords qui sont dans les tuyaux, si je puis le formuler ainsi, qui sont le projet d'accord avec l'Australie et le projet d'accord avec la Nouvelle-Zélande, qui portent aussi des enjeux agricoles importants. Là, il faut être clair, je pense qu'il n'y a aucune, même s'il y a une pression en ce sens de certains États membres, je le dis très franchement, il n'y a aucune urgence à précipiter et conclure des accords qui portent principalement en termes d'enjeux pour la France sur la question agricole. Et la concurrence potentielle porte avant tout sur certains secteurs agricoles, filières laitières, filières d'élevage, que nous ne sacrifierons pas à l'aune d'une sorte de religion de l'accord commercial. Bon, je vais être très clair. J'insiste sur un point, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je crois que c'est très important politiquement, et si je peux me permettre, j'inviterai aussi votre Assemblée, votre Commission à l'utiliser comme levier dans d'éventuelles résolutions ultérieures, c'est l'accord sur le Brexit, paradoxalement. Parce que l'accord sur le Brexit, dont nous avons amplement discuté avec le président Rapin dans beaucoup d'aspects, notamment halieutiques, a, pour la première fois, parce que c'est aussi un accord commercial, c'est avant tout un accord commercial, un certain nombre de règles qu'on a appelées de level playing field ou de concurrence équitable, vous vous souvenez de nos échanges sur ce point, mais qui en matière agricole, en matière environnementale, en matière industrielle, en matière d'aide d'État, etc., comporte des mécanismes de vérification du respect par l'autre partie, en l'espèce le Royaume-Uni, de nos standards, qui sont uniques. Et qui, je crois, on a 2 enjeux, comme vous le savez, qui est lié au Brexit, c'est de faire en sorte que maintenant ces nouveaux standards soient bien respectés et bien appliqués. Et c'est encore un chantier qui est devant nous, avec des mesures autonomes qu'on va adopter dans les prochains mois. Bon, ça c'est une chose liée au Brexit, mais sur notre sujet, ça veut dire aussi que cette boîte à outils supplémentaire qu'on a créée dans l'accord sur le Brexit, elle est donc possible, elle existe. Et donc, mutatis mutandis, on doit pouvoir l'appliquer à d'autres accords commerciaux. Donc, moi, je compte bien, avec Franck Riester, avec Julien de Normandie, dans la négociation des accords commerciaux, l'utiliser pour dire, vous voyez bien que la barre qu'on a placée beaucoup plus haut que d'habitude en termes de respect des standards, certes pour un partenaire qui est infiniment plus important sur le plan des flux commerciaux que le Canada, que l'Australie ou que la Nouvelle-Zélande, on doit pouvoir les utiliser dans ces nouveaux accords commerciaux. Et je dirais même qu'on doit en faire la condition d'acceptabilité de nouveaux accords commerciaux. Et nous avons été très clairs sur le fait que, par exemple, le respect de l'accord de Paris comme clause essentielle de tout accord commercial, qui figure dans l'accord sur le Brexit, doit être repris dans les accords commerciaux éventuels qu'on conclurait. Donc, je ne crois pas qu'on doit fermer la porte par principe à tout accord commercial, qui n'est pas forcément diabolique en soi, mais en revanche réformer profondément le modèle commercial européen, qui est encore trop
imprégné de la logique d'origine qui était l'ouverture à tout prix, la baisse des droits de douane la plus rapide possible. Ça, c'est un logiciel qui doit être terminé. Et on doit utiliser nos discussions actuelles que mène Franck Riester sur la question du Mercosur et surtout l'accord sur le Brexit pour relever le niveau d'ambition dans tout possible accord commercial. Voilà, pour être clair, le panorama actuel. Sur la question des ressources propres, elle est très importante. La ressource qu'on appelle parfois mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou taxe carbone aux frontières européennes, mais ce n'est pas une taxe littéralement, elle est sans doute la plus importante, parce que là aussi elle changerait notre modèle commercial, c'est-à-dire qu'on obligerait tout exportateur vers l'Union européenne sur un sujet aussi central que les exigences climatiques, environnementales, à respecter nos standards et à payer pour se mettre à notre niveau d'ambition. Donc c'est un changement majeur qui après pourrait se décliner dans d'autres domaines. C'est la plus importante, je crois, des ressources propres à créer, et c'est probablement sur le plan juridique et technique la plus compliquée. Il est possible d'avoir un système, nous y avons travaillé, avec le ministère de l'écologie en particulier, d'avoir un système, je le décrivais je crois précédemment ici, miroir du système que vous évoquiez, de système d'échange de quotas ou du système dit ETS, c'est-à-dire qu'en gros, on ferait acheter des quotas carbone, l'équivalent de quotas carbone, ne serait pas exactement la même chose, aux exportateurs pour qu'ils aient le même niveau d'exigence et le même prix du carbone à payer que nos propres producteurs. Et ce système-là, je ne suis pas l'expert technique, mais nous sommes convaincus qu'il y a une voie de passage juridique pour le rendre compatible avec les règles de l'OMC en raison de sa finalité environnementale. Ça n'empêche pas qu'il rapporte des ressources, mais il doit avoir une finalité environnementale justifiée pour être accepté dans le cadre des règles de l'OMC. Nous pensons que c'est possible, et c'est d'ailleurs, après avoir longtemps été réticente sur ce point, le diagnostic aussi de la Commission européenne aujourd'hui. Elle fera dans le semestre une proposition juridique à cet égard. Je pense que pour s'assurer de son caractère robuste sur le plan opérationnel, juridique, etc., et ne pas tuer cette belle idée, surtout pas, il faudrait, à mon sens, commencer par quelques secteurs. Et c'est comme ça, à mon avis, que nous réglerons les doutes juridiques et politiques qui se posent encore. Nous l'avons évoqué ensemble, je crois, à plusieurs reprises. C'est notamment le secteur du ciment, notamment le secteur de l'acier. Certains pensent aux fertilisants, par exemple, ou à l'aluminium, qui sont autant de produits sur lesquels il y a des processus de production suffisamment harmonisés au niveau mondial pour qu'on puisse comparer et mettre un prix du carbone évaluable à des exportateurs non européens qui veulent vendre en Europe. Voilà pour ces sujets. Et pour faire le lien, c'était votre dernier point avec la présidence française de l'Union européenne, bien sûr, nous espérons que cela avance avant, puisqu'il y aura la proposition, je l'évoquais, d'ici la fin du semestre, une discussion législative qui commencera au second semestre 2021, mais nous espérons bien que la présidence française soit un accélérateur et si possible un moment d'aboutissement de ces deux ressources, puisque j'évoquais celle sur le carbone et celle sur le numérique, dans le premier semestre 2022. Encore une fois, l'ambition commune, j'insiste, du Parlement et du Conseil et l'engagement politique commun, c'est d'aboutir avant fin 2022 de toute façon. D'accord. Ludovic est... Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans la lignée directe de ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, effectivement, donc en décembre dernier, vous avez conclu un accord avec le Royaume-Uni, enfin l'Union européenne a conclu un accord avec le Royaume-Uni pour un petit peu guider les relations futures post-Brexit. Vous venez d'en évoquer un certain nombre d'aspects, et je vous en remercie de manière très précise, même si encore une fois, un certain nombre de sujets sont devant nous. Mais nous serons là pour vous y aider modestement. Le Parlement, d'une manière générale, sera là pour vous y aider. Juste au niveau de la sécurité, les limites nous semblent encore un petit peu floues pour le moment, et notamment en termes de cybersécurité. Et on sait pertinemment que le Royaume-Uni est un allié important dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'en capacité d'écoute et de renseignement. Je voulais voir avec vous, parce que s'il y a un sujet qui est transfrontière, c'est bien celui de la cybersécurité. Quelles est, d'après vous, un peu les grandes lignes qu'on peut essayer d'esquisser aux côtés du Royaume-Uni, et comment, d'une manière générale, au niveau européen, on peut réussir à répondre aux vœux pieux, qui est pieux pour le moment, mais qui ne le sera peut-être pas, de travailler ensemble avec tous les pays européens. Je vous remercie. Merci Ludovic, mais c'était peut-être déjà la deuxième partie. À ce moment-là, on peut y répondre plus tard, il n'y a aucun problème. Ouais, on garde la réponse pour la deuxième partie. Très bien, merci, pardon.
Y a-t-il d'autres interventions? Gisèle? Monsieur le ministre, parce que je voudrais rebondir sur ce que vous avez évoqué par rapport donc au domaine viticole, au secteur viticole, parce qu'il y a eu ces derniers mois effectivement beaucoup de difficultés par rapport donc à l'activation de certains mécanismes comme ceux de la distillation de crise. Il a fallu acte au gouvernement d'avoir soutenu ces demandes-là, mais alors que c'est quelque chose qui normalement est inscrit dans le fonctionnement européen, c'est chaque fois difficile d'activer des mécanismes qui sont prévus. C'est simplement la remarque que je souhaitais faire, et même remarque pour donc le POSEI, puisque chaque fois, ça revient comme une musique lancinante, et il faut chaque fois que nous nous battions et que nous intégrions dans nos résolutions des paramètres qui sont de l'ordre qui devraient être de l'ordre de l'automaticité. Voilà. Oui, très rapidement, Monsieur le Ministre, moi j'ai noté avec satisfaction que Madame Vestager admet la nécessité de moderniser son action, notamment dans le cadre de la politique de la concurrence. Et par rapport à ça, il y a une des questions qui me perdure quand même, c'est la question des avantages qui sont conférés par la détention de données, par exemple. Et je pense que cette question est essentielle et que malheureusement, elle n'est que très rarement prise en compte. Je pense que là aussi, il va falloir intervenir pour mieux répondre aux nouvelles pratiques de l'économie digitale. Sur la détention des données, hein, vous avez complètement raison. C'est un des points sur lesquels, l'ensemble DSA, DMA et d'ailleurs un troisième texte dont on parle moins qui s'appelle DGA, je crois, Digital Governance Act, doit agir avec plusieurs aspects en même temps. Un aspect indirect, qui est extrêmement compliqué, c'est la question du transfert des données, puisque c'est aussi, si je puis dire, la cause source du pouvoir de marché en matière de détention de données des grandes plateformes. Le fait que beaucoup de données européennes, et je rappelle que souvent l'Union européenne est le premier marché des fameuses GAFA ou d'autres géants du numérique qui captent, siphonnent, si je puis dire, beaucoup de données, y compris parce que, souvent sans le savoir, c'est le cas notamment de beaucoup de PME françaises, elles transfèrent des données aux États-Unis, où nous n'avons pas suffisamment, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui l'a dit à 2 reprises, de garantie sur l'utilisation qui en est faite, publique ou privée. Et donc je crois que là nous aurons à trouver de nouvelles règles, j'en discutais la semaine dernière avec la présidente de la CNIL, pas évidente, pour trouver un cadre de transfert de données, parce qu'on a quand même besoin d'une forme de circulation, mais le plus protecteur possible pour ne pas renforcer encore le pouvoir de marché de ces grandes plateformes avec cette espèce d'aspiration systématique des données de l'Europe vers les États-Unis, pour être clair. Et d'ailleurs, c'est un sujet du Brexit, de l'Europe vers le Royaume-Uni potentiellement, si le Royaume-Uni se mettait à faire une forme de dumping réglementaire en matière de données et que nous transférions sans respecter des règles exigeantes, mais la Cour de justice il veille sur ce point. Et là aussi, la seule réponse durable, même si elle ne sera que progressive, c'est de relocaliser nos données en Europe. Nous avons des opérateurs, d'ailleurs très efficaces, OVH par exemple, en France, dans les Hauts-de-France en particulier, qui a tout à fait la capacité, elle peut la développer, de stocker des données européennes massives. Et donc, je le dis d'ailleurs pour les entreprises françaises, la seule solution pour être à la fois juridiquement respectueux des règles européennes et industriellement protecteur pour ne pas renforcer ce pouvoir de marché, c'est le stockage en Europe des données. Et elles le font d'ailleurs de plus en plus, et elles seront juridiquement obligées de le faire progressivement. Et puis après, dans les règles de concurrence elles-mêmes, il faut prendre en compte ce pouvoir de marché que donne l'accès aux données. C'est ce que fait progressivement la Commission, un spécialiste de chaque cas détaillé, mais dans les cas comme Google, parce que au fond, l'utilisation, le reproche qui est fait, si je l'ai dit en termes de béotien, c'est d'utiliser les données connues sur les consommateurs pour privilégier ses propres produits. Et donc c'est exactement l'objet de ces 3 ensembles de textes, de prendre en compte dans les critères de pouvoir de marché des plateformes la détention massive de données
qu'elles détiennent. Donc je crois qu'avec, ce sera l'objet d'un certain nombre d'amendements législatifs que la France pourra porter via le gouvernement, mais que le Parlement européen portera aussi dans les mois qui viennent sur le DSA et DMA pour qu'on ait cette attention à la détention des données comme élément à prendre en compte pour l'application des nouvelles règles de concurrence. On essaye d'accélérer un petit peu parce qu'on a encore une grosse deuxième partie. J'aimerais conclure sur la première et j'ai encore deux interventions, André Gattolin et Catherine Morin-Desailly. Oui, très rapidement, Monsieur le Ministre, toujours sur la politique de concurrence, on a souvent accusé la Commission d'un trop grand rigorisme sur les aides d'État. Depuis la crise du coronavirus, il y a eu de très grandes souplesses qui ont été accordées. Certains retours laissent penser que l'Allemagne intervient massivement en termes par rapport à ses industries, par rapport à des rachats, et que par ailleurs, structurellement, et sans, je dirais, défiance vis-à-vis de ce pays ami, structurellement par l'utilisation du pouvoir des lenders et notamment des banques des lenders, l'Allemagne a un taux d'aide publique à son industrie qui est supérieur à la France. Donc est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'un monitoring sérieux de tout cela ? Parce que voilà, l'Allemagne disposant de davantage de liquidités d'un point de vue économique, on va sans doute sur 2021 continuer à lâcher la pédale sur les aides d'État. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une distorsion du coup de concurrence au sein de la politique de concurrence, notamment avec l'Allemagne. Allez-y, Monsieur le Ministre, parce que Madame Morin-Desailly, je pense que ce sera sur le numérique, si je me trompe. Donc... Très bien, alors je suis rapide puisque vous m'y avez aussi invité indirectement dans la réponse. Il y a deux choses à distinguer, et la réponse, et nous n'avons pas encore tous les éléments, mais la première, c'est ce qui a été déclaré dans le cadre de la réponse à la crise. Tant mieux d'ailleurs, la Commission européenne a, je le rappelle, dès le 13 mars, levé les règles d'encadrement des aides d'État habituelles. Bon. Ce qu'on appelle une exit clause, une escape clause en bon français, mais une clause de suspension. C'était très important, ça a bénéficié à tout le monde, plus aux grandes économies qu'aux petites en valeur absolue, d'évidence. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce débat important, c'est que l'Allemagne a déclaré, dans ses régimes d'aide qui devaient néanmoins être notifiés, a déclaré un montant total qui représentait sur l'ensemble de l'Union européenne 50% des aides, des régimes d'aide notifié, 51%, je dis de mémoire, la moitié, pour faire simple, des aides d'État qui étaient, face à la crise, notifiées à la Commission européenne. Si l'Allemagne représente en gros un peu plus de 25% du PIB de l'Union européenne, c'était donc une surreprésentation très importante. Néanmoins, ce qu'on voit, et c'est d'ailleurs le débat souvent biaisé sur les comparaisons des efforts budgétaires de relance ou d'urgence des différentes économies européennes, c'est que l'Allemagne a notifié un montant très important, mais les premiers éléments dont nous disposons montrent qu'elle n'utilise pas des enveloppes aussi importantes. Parce qu'elle a notifié, par exemple, des mécanismes de garantie. Quand on compare là aussi, Bruno Le Maire le rappelait il y a quelques semaines, l'ensemble des plans d'urgence et de relance, la France apparaît loin derrière l'Allemagne, alors qu'en réalité, en dépenses, selon les cas, nous sommes proportionnellement à égalité, voire devant l'Allemagne en termes de soutien à notre économie, parce que le notifié est plus important que l'exécuté. Et donc, sur l'exécuté, pour être très simple, nous n'avons pas encore les chiffres, mais il est très probable, enfin sur les aides d'État spécifiquement j'entends, il est très probable que l'image se resserrera un petit peu et que la disproportion constatée au bénéfice, si je puis dire, de l'Allemagne ne sera pas aussi grande. Mais c'est un point de vigilance important sur lequel nous sommes attentifs et dès qu'on aura les éléments de comparaison exécutés, je vous les communiquerai bien entendu. Catherine, en visio. Mets ton micro, Catherine. Merci, Président. Monsieur le ministre, je voudrais rebondir sur la question de Claude Kern qui portait sur la localisation des données. Vous avez évoqué les textes importants en cours, le DMA, le DSA et l'acte de gouvernance des données. Nous travaillons, bien sûr, nous sommes au début du processus législatif, vous l'avez rappelé, nous travaillons au sein de notre commission à l'analyse de ces textes. Vous avez évoqué l'importance de la localisation des données en Europe. Je voudrais ajouter localisation et traitement des données.
car c'est un tout et on sait bien qu'à partir du moment où des données sont gérées par des entreprises qui dépendent d'une législation extra-européenne, américaine pour ne pas la citer, c'est là que les problèmes commencent. Vous avez cité OVH. OVH qui a fait l'objet d'un débat dans l'hémicycle au Sénat lorsque nous avons évoqué le traitement des données de santé de la plateforme Health Data Hub créée l'année dernière. Pourquoi le choix de Microsoft, monsieur le ministre? Vous avez eu raison d'invoquer OVH. En somme, ma question est la suivante. Est-ce que vous allez promouvoir en tant que ministre des Affaires européennes cette préférence communautaire qui fait partie finalement de la condition d'une politique industrielle réussie qui nous permettra enfin d'en créer un écosystème du numérique en Europe, car c'est bien cela dont on a besoin aussi pour asseoir notre souveraineté, c'est assumer cette préférence communautaire et faire en sorte que nous soyons déjà à montrer l'exemple et que le choix des ministères, quand il s'agit de traiter les données des Français, soit déjà celui d'une souveraineté assurée. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et je voulais vous poser la question, avez-vous des échanges avec vos collègues ministres sur ces sujets? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est malgré tout une forme de complaisance avec toutes ces entreprises extra-européennes, américaines pour ne pas les citer, et qu'à contrario, nos entreprises françaises de dimension européenne internationale se plaignent de ne jamais être retenues dans les appels d'offres, quand il y a des appels d'offres d'ailleurs. Oui, Madame la sénatrice, vous avez raison, c'est localisation et traitement des données qui est en jeu. Pour être précis, je prends un exemple, puisque vous évoquiez OVH et un opérateur américain que je ne reciterai pas. Je prends un exemple très concret. Pour la présidence française de l'Union européenne, la solution d'hébergement des données qui nous était proposée était une solution non européenne, par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Nous l'avons refusé et nous mettrons en place, je peux déjà vous l'annoncer pour prendre un exemple très concret, je suis battu pour cela, avec le secrétariat général de la présidence française de l'Union européenne, une solution européenne, même française, celle-là même que nous avons citée, pour le stockage et le traitement des données liées à la présidence française de l'Union européenne, qui est une forme de... Je dis ça dans les termes de non-techniciens, de serveurs partagés avec des Européens pour que les événements, les documents liés à la présidence française soient partagés. Mais nous aurons une solution française et européenne pendant cette présidence. Et l'action de sensibilisation des collègues, parce que vous avez raison, des ministères ont encore des solutions, c'est notre dépendance héritée, ont encore des solutions non européennes, américaines, parfois même plus lointaines, de traitement, stockage, recours à des logiciels qui ne sont pas européens ou français, et c'est en train d'être progressivement corrigé. C'est notamment ce à quoi veille aussi le secrétaire d'État Cédric O. Mais nous avons un peu une révolution culturelle à faire, il faut bien le dire, y compris dans la société. Quand nous voyons qu'il y a une réticence sur des applications bien connues pour... par crainte que les autorités publiques puissent être intrusives, et il faut être très vigilant là-dessus, mais au même moment, toute la journée, nous donnons à des grandes GAFA des informations sur nous-mêmes sans être même conscients ou vigilants sur ce point. Donc, bon. Mais voilà, je vous donne un exemple très concret sur la présidence française qui dépend directement de moi pour que nous privilégions, parce qu'elles existent, des solutions françaises et européennes. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, pour conclure cette première partie, moi je reviens sur 3 points essentiels. Le premier, c'est celui du Mercosur en particulier. Je sens, et au regard des différentes COSAC et des relations que j'entame avec mes partenaires européens, présidents de commission dans les différents parlements, que la position française me semble un peu isolée. Donc je ne sais pas si c'est un ressenti, mais ce n'est pas un sujet qu'on a évoqué directement, mais à chaque fois qu'il est évoqué, on sent une position française. Alors elle n'est pas définie comme telle, mais on sent la position des autres
très allant par rapport à ces accords. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez évoqué en propos introductif et par rapport au CFP, l'Europe de la santé et les fameux 5 milliards qui ont été versés pour une première fois au titre du budget de la santé. Moi, je vous donne aussi mon sentiment, et je pense que c'est un travail qui sera mené de fond, parce qu'on parle énormément d'Europe de la santé sans savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, l'Europe de la santé, elle se concrétise par le passage de marchés vaccinaux, de tests peut-être demain, et puis d'une vision un peu plus généralisée de ce que peut être les matériels et l'autonomie de conception des matériels de protection. On a eu un échange récent au titre de la COSAC avec Mme Kyriakides, la commissaire chargée de la santé, et franchement, j'ai l'impression qu'il n'en est rien ressorti. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'une vraie volonté d'Europe de la santé. Des questions précises lui ont été posées, elles restent sans réponse. J'ai d'ailleurs demandé, Monsieur le Ministre, et peut-être que vous serez un soutien pour la Commission des Affaires européennes du Sénat, nous demandons depuis un certain temps de pouvoir auditionner Mme Kyriakides ici en commission pour avoir finalement, pas pour définir des règles, mais pour essayer de comprendre quel est cet enjeu de l'Europe de la santé demain. Ici, on essaye de le décrypter en commission. On a des rapporteurs qui travaillent très bien sur le sujet, mais en tout cas, on n'a pas de visibilité. Et puis le dernier point, c'est l'accord post-Brexit. Je pense, et j'ai entendu de votre bouche, que le Brexit pouvait être un modèle demain d'accords commerciaux. Il faudra effectivement creuser cette question. Michel Barnier est aujourd'hui aux côtés de Mme von der Leyen comme expert et surveillant de ce que peut être cet accord post-Brexit. Et je rappelle à nos collègues que nous avons en audition Michel Barnier mardi prochain à 17h30 en salle Médicis et on pourra réévoquer le sujet. Voilà, Monsieur le Ministre, je ne vous demande pas forcément de réponse, simplement peut-être sur le Mercosur, où mon sentiment est celui-ci. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être, j'essaie d'être rapide sur quand même les deux premiers points, parce qu'ils sont sensibles sur le Mercosur. Vous avez raison sur le fait que beaucoup de pays européens ont le souhait d'avancer. Et c'est le cas en particulier du pays qui a la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, le Portugal. Mais nous avons été très clairs, Franck Riester en particulier l'a rappelé récemment à ses homologues, sur nos exigences. Et elles ne diminueront pas, notre position n'évoluera pas, je l'ai rappelé tout à l'heure. Si le texte évolue ou si les exigences sont satisfaites, c'est une autre histoire, mais le texte qui est présenté n'est pas acceptable. Et je le dis, moi je veux voir aussi le verre à moitié plein, si je puis le dire ainsi, c'est que pour la première fois, parce que d'habitude les accords commerciaux passent de manière quasi automatique au niveau européen et chez beaucoup de nos partenaires. Pour la première fois, je le dis de mémoire, donc j'oublie peut-être un ou deux parlements nationaux, plusieurs ont d'ores et déjà émis, selon leurs règles respectives, des motions, des résolutions, pour dire leur inquiétude, leur doute, voire leur opposition. Cela a été le cas au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas et en Autriche, me semble-t-il, je le dis de mémoire, ce qui est assez inédit, y compris pour des pays qui sont traditionnellement, ce sont des catégories un peu simplistes, mais très pro-commerce et pro-ouverture. Bon. Donc je crois qu'il y a quand même un changement. L'agenda commercial, pour le prendre plus globalement, parce que je crois que le Mercosur, ce n'est pas un sujet isolé. L'agenda commercial européen, il est très emblématique, bien sûr. C'est pour ça qu'on a eu cette position de fermeté, très claire, maintenue. Le président de la République s'est exprimé extrêmement fermement en août 2019. C'est notre ligne de conduite. C'est le sujet global de la politique commerciale européenne que j'évoquais. Donc, je crois que là-dessus, les choses ont déjà beaucoup bougé. C'est pas gagné encore, mais l'accord de Paris comme clause essentielle, c'est maintenant une proposition de la Commission européenne. On l'a intégré pour la première fois dans l'accord spécifique, certes, mais sur le Brexit. Donc je crois que le paramètre, si je puis dire, le paradigme, et le logiciel est en train de changer, pour le dire de manière un peu rapide, de manière plus française que ce n'était le cas il y a quelques mois encore. Voilà, donc j'insiste sur ce point. Notre position est ferme et notre capacité d'entraînement, je crois, est plus importante qu'il y a quelques mois. Juste un mot sur la santé, parce que je suis totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas que ce soit un slogan. L'Europe de la santé, c'est un
parfois comme l'Europe sociale, l'Europe de la défense, on met le logo et puis après on ne sait pas exactement ce qu'on met dedans. Donc il faut mettre des actions concrètes. Pour moi, il y en a 3. Les vaccins, je ne reviens pas sur tout le débat, mais le cadre d'acquisition de vaccins. Plus largement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, une sorte de réserve sanitaire européenne de protection civile en matière de santé, l'acquisition de masques, de gants, de respirateurs, de kits de tests européens. Ça a commencé. Sous l'effet de la première vague, nous avons commencé cela. Et la France, d'ailleurs, en a bénéficié elle-même à des moments où nous avions besoin de soutien, avec des gants, par exemple. Et le troisième élément, pour être très concret, et on voit bien que c'est notre manque, au fond, aujourd'hui en Europe, confère le débat vaccinal, c'est une capacité d'investissement dans la recherche et le développement. Et ça, on tient en 5 milliards. Non, mais on ne tient pas en 5 milliards. D'abord les vaccins, j'aimerais. Les vaccins, on les a commencé à les prendre sur les fonds d'urgence, d'ailleurs. Donc les 2,9 milliards d'euros européens qui ont été investis ne sont pas prélevés sur les 5 milliards à ce stade. Il pourrait y avoir un complément, mais et la question de la réserve sanitaire a un budget spécifique aussi, d'ailleurs, qui est RescEU, ça peut être complété par le budget de santé. Et puis l'agence européenne, elle n'existe pas encore, qui s'inspirerait de la BARDA américaine. C'est pas simplement pour faire chic, pour faire comme les Américains. C'est pas... Bien sûr. Non, mais c'est comme le Fonds européen de défense. Je ne vous dirai pas ici, on y reviendra, que les montants sont suffisants. Bon. Mais c'est une étape et c'est des politiques sur lesquelles il y avait 0 argent européen et 0 action européenne il y a encore quelques mois. Est-ce que je trouve que ça va assez vite à titre personnel? Non. Est-ce que ça bouge? Oui. Et je crois que la Commission européenne, par exemple, est parfaitement consciente de cet enjeu concret sur l'Agence européenne de financement de la recherche médicale et de la préparation aux pandémies, puisqu'elle en a fait la proposition elle-même au mois de novembre. Après, il faudra trouver des financements complémentaires, puisque quand nous avons défini ce budget, y compris les 5 milliards d'euros, nous n'avions pas encore ces actions européennes supplémentaires dans le radar. Donc il faudra en trouver les financements, qui monteront sans doute en puissance par étapes, mais je suis sûr que l'Europe de la santé, ça doit être au moins ces 3 choses-là, pour être concret. Notamment avec le Fonds européen de la défense. Et là, je vais demander donc à Dominique Delège et Gisèle Jourda peut-être de poser leurs questions. Voilà. On fait honneur aux dames On fait honneur aux dames. Merci, chers collègues. Alors, Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas savoir quelle satisfaction j'ai de vous questionner sur le Fonds européen de la défense. Et vous dire simplement, Monsieur le Ministre, que ce que aujourd'hui semble aller de soi est un acquis, une proposition portée par la Commission des Affaires européennes dès 2016 par une résolution initiée par Yves Pozzo di Borgo et par moi-même. Et à ce moment-là, nous avons eu presque le combat des Orias et des Curias. On nous disait que le débat n'était pas de saison, alors que Mme Mogherini nous avait demandé de travailler sur ces questions-là pour donner des orientations, disant que la défense, ce n'était pas par la défense que l'Europe se ferait entendre et ce n'était pas le sujet. Donc lorsque nous avons vu arriver la création du Fonds européen de la défense, ça a été quelque part pour notre commission, qui avait eu d'extrêmes difficultés, je tiens à avoir une pensée pour M. Jean Bizet et pour Simon Sutour, qui avait soutenu la démarche, ça n'a pas été si simple. Je le dis tout simplement pour dire que souvent, on a l'impression que les choses vont de soi, mais elles sont à l'origine d'un certain combat, et les plus grands spécialistes sur les questions de défense à l'époque étaient absolument contre et contraires à cette idée, qui donc aujourd'hui n'est plus une idée mais est une réalité. Ce n'est plus un slogan, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Alors, ce Fonds européen de la défense, c'est certes un pas important, puisqu'il induit une part d'action communautaire dans le domaine du soutien à l'industrie de la défense, alors que l'approche intergouvernementale était auparavant la règle. La résolution européenne du Sénat, que nous avons initiée avec Cyril Pelleva l'année dernière pour justement donc être en phase avec l'actualité prégnante, le fonds pour développer et renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne. Au diapason des autorités françaises, elle soutenait un financement ambitieux pour le fonds afin qu'il puisse exercer un véritable effet de levier.
Hélas, sous présidence finlandaise et ensuite face à la crise sanitaire que nous avons subie et que nous subissons, son enveloppe a été sérieusement ajustée à la baisse dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel et l'instrument de relance. De 13 milliards d'euros dans les propositions initiales de la Commission, on est passé à un peu moins de 8 milliards d'euros en euros constants. Même si nous comprenons bien les négociations comme celle du cadre financier pluriannuel, pensez-vous, Monsieur le Ministre, que ce niveau de crédit traduise un manque d'ambition des États membres dans le domaine de l'Europe de la défense? Nos partenaires européens partagent-ils réellement l'ambition d'une véritable autonomie stratégique européenne? Pourriez-vous nous éclairer sur les rapports de force au sein du Conseil en la matière? Par ailleurs, notre résolution européenne soulignait qu'au regard du caractère stratégique de la recherche en matière de défense, les États membres devraient être étroitement associés au processus décisionnel pour garantir que les programmes financés par l'Union européenne répondent bien aux besoins stratégiques de la politique de sécurité et de défense commune et des États membres. Considérez-vous que le point d'arrivée des négociations est satisfaisant en ce domaine ? La France a soutenu le principe d'une répartition un tiers de tiers entre les crédits destinés à la recherche et ceux dédiés au développement capacitaire. Pouvez-vous nous confirmer que cette répartition est bien actée et nous préciser les premiers projets qui seront financés par ce fonds? Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans le prolongement des propos de ma collègue Gisèle Jourda, je me réjouis moi aussi de la création de ce Fonds européen de la défense, même si, comme elle, je serais tenté de dire que les débuts nous inquiètent un peu, puisqu'on est passé de 13 à 8 milliards, ce qui, au-delà de la somme en elle-même, est une signification d'une priorité qui mériterait peut-être d'être confirmée, confortée, et vous pouvez compter, bien évidemment, pour les raisons qui viennent d'être dites par Gisèle Jourda, sur le soutien de notre Commission des Affaires européennes. Dans le prolongement de ces interrogations, moi je voudrais revenir sur la résolution que nous avons adoptée ici et qui a plus trait aux modalités de mobilisation de ce fonds. Nous voulions souligner que les destinataires et les sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le fonds devaient être établis dans l'Union européenne ou dans un pays associé et qu'ils ne devaient pas être soumis au contrôle d'un pays tiers non associé ou d'une entité de pays tiers non associé. En outre, nous affirmions que les infrastructures, installations, biens et ressources de ces destinataires et sous-traitants devaient être situées sur le territoire d'un État membre ou d'un pays associé pendant toute la durée de l'action, de même que leur structure exécutive de gestion. Des dérogations pouvaient s'avérer nécessaires, mais enfin nous voulions affirmer ce point de vue. Pouvez-vous nous détailler, Monsieur le Ministre, le contenu de l'accord final trouvé le 14 décembre 2020 entre le Conseil et le Parlement européen sur ces points? Le communiqué du Conseil indique que, je le cite, « En principe, le FED fournira des incitations financières aux entités établies dans l'Union ou dans un pays associé qui ne sont pas contrôlées par un État tiers non associé ou une entité d'un État tiers non associé. » Ça peut paraître très technique, mais derrière ça, c'est quand même la question de notre indépendance et de notre souveraineté, et par conséquent la mobilisation de ce fonds. Et les modalités me paraissent aussi importantes que le principe même de la création. Ce n'est peut-être pas forcément ce que peuvent partager l'ensemble des membres, et je pense notamment à l'Estonie, à la Pologne, à la Suède, aux Pays-Bas, à la Bulgarie et au Danemark. Et puis, est-ce que vous auriez la possibilité, dans votre réponse, de nous dire deux mots de la coopération en matière de défense avec l'Angleterre, qui n'est plus pays membre, mais qui est quand même une armée comme la nôtre, qui est avec une capacité de projection et des caractéristiques qui lui ressemblent. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Madame la sénatrice et Monsieur le sénateur, ça me permet donc de revenir sur une des avancées importantes de ce cadre financier pluriannuel. Pour commencer par la question budgétaire, elle est importante et derrière elle,
se cache ou se pose la question des ambitions partagées, ou plus ou moins partagées, c'était votre question, Madame la sénatrice, des États membres. Nous visions un peu plus de 10 milliards, jusqu'à 13. Nous avons fini à 7 milliards d'euros en euros constants, 8 milliards d'euros en euros courants. Donc, c'est moins que nous l'aurions souhaité, c'est évident. Mais je crois qu'il faut le prendre comme une étape essentielle. Pour être clair, moi qui ai assisté à la négociation budgétaire en détail, je peux vous dire que peu d'États en faisaient une priorité. Mais aucun État n'en contestait le principe. Je crois qu'il faudra maintenant faire vivre le plus vite possible ce fonds et ces fonds, ces financements, pour montrer leur utilité. Donc là aussi, c'est toujours une question de verre à moitié plein, de verre à moitié vide. Je pense que nous avons fait en matière d'Europe de la défense, et ce Fonds européen de défense en témoigne, des avancées absolument cruciales ces 4 ou 5 dernières années, dans un domaine, vous le savez comme moi, qui a été tabou pendant extrêmement longtemps. Et si je reprends les 3 axes que le président avait mis en avant dans son discours de la Sorbonne en matière de défense européenne il y a presque 4 ans, le capacitaire, le budgétaire, le pilier budgétaire, pardon, le pilier stratégique et le pilier politique ou d'intervention, nous avons dans chacun de ces domaines maintenant un premier outil qui fonctionne. La coopération structurée permanente, l'initiative européenne d'intervention et désormais le Fonds européen de défense. Je crois que c'est très important et que, je l'ai dit sur la santé tout à l'heure, bâtissons sur cette première étape pour montrer que ça marche. Nous avons mis plus qu'un pied dans la porte. Et je pense que nous avons avant tout levé le tabou de la défense européenne. Et comme le dit le président Rapin sur la santé, comme vous le rappeliez, Madame la sénatrice, ça doit pas être des slogans. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ces outils. Je ne crois pas aujourd'hui que nos principaux partenaires, je pense à l'Allemagne en particulier, manquent d'ambition sur ce sujet. Nous n'avons pas le même rapport à l'Europe de la défense, nous n'avons pas le même rapport à l'autonomie stratégique, c'est évident. Nous n'avons pas le même rapport à nos armées, nous le voyons chaque jour. Mais regardez là aussi, sans être trop long, ce qui s'est passé avec l'engagement allemand à l'extérieur, y compris au Sahel, même si ce n'est pas sur les mêmes missions que nous, d'évidence. Regardez l'engagement que des pays qu'on aurait pu estimer extrêmement loin de cette préoccupation de sécurité, de cet engagement militaire. Je pense à l'Estonie, je pense à des pays comme la Suède, comme la République tchèque, qui ont rejoint ce qu'on appelle la force Takuba, la Task Force Takuba des forces spéciales. L'Estonie qui envoie plus de 100 soldats en opération de front au Mali. Nous avons quand même un mouvement européen en termes de prise de responsabilité, d'engagement financier désormais, qui est très réel. Et donc je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas évidemment qu'on doit s'arrêter là, mais nous avons là une sorte de continuum ou de boîte à outils budgétaire, stratégique, politique qui est très important. Maintenant, nous avons un nouveau contexte, vous l'évoquiez dans vos interventions, marqué par 2 points principalement, même peut-être 3. La nouvelle administration américaine, le Brexit qui est intervenu, et c'est un point conjoncturel mais qui sera important, la transition politique en Allemagne. Nous sommes dans une année d'élection. La chancelière, ce n'est pas un scoop que je vous livre, ne sera plus chancelière dans quelques mois puisqu'elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Probablement donc à la fin de l'année, nous aurons un nouveau gouvernement allemand. Tout ça crée un peu de turbulence. Et nous aurons un Conseil européen les 25 et 26 février où la question à notre demande de la défense sera réabordée. Et je crois, sans rentrer dans le détail à cette occasion, d'autant plus qu'il s'agira d'une visioconférence, que l'enjeu central, c'est de réaffirmer notamment ce concept d'autonomie stratégique. Et nous le portons entre la France et l'Allemagne. Ça a été l'objet d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité co-présidé par le président de la République et la chancelière Angela Merkel vendredi dernier. Nous aurons à cette occasion la nécessité de réaffirmer cet engagement européen. Car il est toujours à rappeler ou à conforter, c'est très clair. Maintenant, sur les outils. On a l'outil du Fonds européen de défense, faisons-les vivre. La répartition que vous évoquiez, 1 tiers recherche, 2 tiers capacité, c'est celle que nous avons portée et c'est celle qui se trouve dans le compromis final du 14 décembre, pour être tout à fait précis sur ce point. En termes de projets, il y a des projets qui font partie aussi de notre action en faveur de la défense européenne depuis 2017, qui ne sont pas tous à 27, des projets industriels franco-allemands, vous les connaissez, vous en connaissez aussi parfois les difficultés, l'avion du futur, le char du futur. J'allais dire,
Nous le savions très bien en commençant en 2017, parce que c'était totalement innovant. Les Allemands avaient une habitude de coopération en matière de défense qui était entre industries allemandes, et les Français avaient une habitude de coopération avec les Britanniques, quand nous coopérions avec d'autres partenaires. Nous avons fait le pari, qui je pense, je le dis sans galvauder le mot, est historique dans le sens où c'était une nécessité absolue, un virage stratégique absolument nécessaire alors que le Brexit se profilait, de construire des coopérations industrielles militaires avec l'Allemagne. Oui, c'est difficile, oui, c'est long, oui, il y aura des tensions, oui, il y aura des blocages. Il y en a eu, on les a levés à chaque fois, avec le Bundestag notamment, parce qu'il y a un arrière-plan, si je puis dire, politique et culturel, qui n'est pas le même en France et en Allemagne. Des règles militaires, l'armée allemande, vous le savez, est une armée parlementaire. Elle n'a évidemment pas, pour des raisons historiques évidentes, les mêmes capacité d'engagement, le même consensus politique que nos armées françaises. Il ne s'agit pas de saper la capacité d'engagement de nos armées françaises, mais de renforcer par l'Europe la capacité à acheter européen, à développer du matériel militaire européen. Nous ne pouvons le faire que si nous nous lançons dans une coopération qui sera encore une fois longue et difficile, mais indispensable, avec l'Allemagne. Ce Fonds européen de défense, pour faire le lien, pardon, j'accélère, Monsieur le Président, ce Fonds européen de défense, il pourra financer typiquement, c'est pas encore décidé, mais des projets bilatéraux du type SCAF ou du type Char du futur, qui d'ailleurs associent déjà certains autres pays européens, l'Espagne, vous le savez notamment, pour l'avion du futur. Pour être le plus concret possible, je vous donne toute ma science à ce stade, les premiers projets du Fonds européen de défense feront l'objet d'appels à projets et d'une sélection, un appel à projet en 2021 et d'une sélection et probablement de premiers décaissements au cours du premier semestre 2022 sous présidence française de l'Union européenne. Il nous appartient aussi, au-delà de ces coopérations spécifiques que j'évoquais avec l'Allemagne, de présenter d'autres projets. La France est évidemment bien placée puisque nous avons des projets en cours capacitaires et de recherche qui peuvent faire l'objet de financement européen. Ce sera certainement une des politiques, là je raisonne de manière un peu budgétaire, de nouveaux outils européens sur lesquels nous aurons des meilleurs taux de retour parce que nous sommes évidemment bien placés. 2 points, pardon, j'accélère puisque vous avez soulevé la question. L'association d'États tiers, vous le savez, ça a été un sujet de difficulté et de négociation entre États membres. Nous avons cette solution qui est, je pense, protectrice de réserver les projets. Il faut qu'il y ait à chaque fois 3 entités de pays différents, mais de réserver les projets à des entités issues de pays membres de l'Union européenne, évidemment, ou de pays associés de l'Association européenne de libre-échange, ce qui couvre, par exemple, un pays comme la Norvège, mais pas le Royaume-Uni. Et je crois que c'est normal à ce stade que nous n'ayons pas ouvert davantage, c'était la demande de certains autres qui ne visaient pas seulement le Royaume-Uni mais parfois des grandes puissances lointaines, d'élargir davantage le financement. Si on parle d'autonomie stratégique européenne et de préférence européenne, ce fonds doit être réservé à ces pays-là, c'est très important et nous y veillerons. Et nous pourrons avoir, mais c'est un deuxième temps et un second débat, une discussion, ça renvoie aussi à la question de Ludovic Hay. Nous pourrons avoir une discussion avec le Royaume-Uni. Ça n'a pas été leur souhait dans la négociation de l'accord post-Brexit, mais c'est un sujet qui est devant nous. Pour le Fonds européen de défense, comme pour d'autres objets, nous pourrons avoir des coopérations spécifiques avec le Royaume-Uni. Donc je ne préjuge pas de ce qui sera décidé. Je crois qu'il faut être ouvert. Mais en tout état de cause, si par exemple, ça c'est une spéculation, mais si par exemple ils souhaitaient bénéficier d'outils budgétaires européens, ça ne pourrait se faire qu'en l'échange de contributions et en respectant nos règles de décision. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on avait appelé à l'époque la négociation du Brexit sous l'égide de Michel Barnier, en anglais du cherry picking, de l'Europe à la carte, dans laquelle ils auraient les avantages sans avoir les obligations. Voilà, pour être le plus clair possible sur pays tiers, Royaume-Uni, la répartition et les prochaines étapes. Merci, Monsieur le Ministre. Désolé de vous presser, mais voilà, il y a beaucoup de sujets, c'est vrai que c'est dense. Alors, on va passer au deuxième sujet qui est l'évaluation des technologies de santé. Donc, c'est Mesdames Gruny et Harribey. Je crois que Madame Harribey a un impératif à 11h, donc tu peux y aller, on est en visio, ça marche? Oui, bonjour. Bonjour Laurence. C'est bon?
Voilà, écoutez, on va revenir sur la question de l'Europe de la santé. Vous disiez qu'il ne fallait pas que ce soit un slogan, en effet, et on voit beaucoup de choses qui se développent à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on pourrait presque faire un parallèle avec la défense, parce qu'il se trouve que la santé, c'est quand même un sujet de compétences d'appui et non pas de compétences partagées. Et donc, quelquefois, ça pose un problème parce qu'on est souvent à la frontière de la compétence partagée et de la compétence d'appui. Donc, nous avions pris une résolution au sujet des technologies de la santé et on demandait notamment que les conditions relatives à la qualité, à la transparence, à l'indépendance des évaluations cliniques soit définie dans le règlement, parce qu'il y a un règlement qui était en préparation, et le problème de la Commission, c'est que très souvent, elle renvoie à des actes délégués la définition d'éléments qui sont pourtant essentiels d'une législation. Et comme on est dans une compétence d'appui et pas dans une compétence partagée, c'est important que les choses soient précisées au niveau du règlement et non pas renvoyées aux actes de règlement. Et très récemment, on s'est de nouveau, nous, interrogé avec une nouvelle résolution au sujet des 3 règlements en cours sur l'Agence du médicament, le Centre de prévention du contrôle des maladies et les menaces transfrontalières sur la santé. Donc voilà, qu'en est-il des négociations sur cette question? Je vous remercie infiniment. Merci. Pascal, si tu es en ligne. Oui, je suis toujours là. Alors, donc, dans le prolongement de ce que vient de dire ma collègue Laurence Harribey, moi, je voulais parler des modalités de remboursement des technologies de santé, dont la définition relève de la compétence des États membres. Et dans sa résolution du 25 juin dernier, le Sénat a demandé que les États membres prennent en compte les évaluations cliniques communes réalisées à l'échelle de l'Union et qu'ils soient autorisés à effectuer des évaluations cliniques complémentaires s'ils l'estiment nécessaire. Parce que les résultats des évaluations cliniques communes, elles ne peuvent pas être obligatoirement reprises par les États membres. Et derrière, c'est la politique de remboursement de ces technologies de santé qui doit rester pour nous du ressort des États membres. Donc, vous voulez savoir où on en était sur ces discussions. Et ma collègue a aussi parlé des 3 propositions de règlement, 727, 726, 725. Et sur ces propositions, on a mis des avis motivés, surtout sur l'inquiétude que nous avons sur la compétence qui doit rester en fait en matière de santé aux États membres et non pas arriver à, même si on veut des partenariats un peu plus importants et des coordinations, on veut bien entendu que cette compétence, elle reste au niveau des États membres. Merci. À vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour ces questions précises. Effectivement, il y a une discussion législative européenne en cours qui n'a pas abouti. Donc, pas abouti, ce n'est pas négatif, mais qui n'a pas été finalisée. Donc, les sujets que vous évoquez sont encore ouverts et encore en discussion. Vous aviez évoqué très tôt cette crainte sur les procédures d'évaluation pour qu'elles n'aient pas, Madame la sénatrice Grigny en particulier, le caractère contraignant, parce que, en effet, en découle derrière l'évaluation elle-même la politique de remboursement qui relève et doit relever de chaque État membre. Et donc, il ne faudrait pas que par cette évolution, on ait remis en cause notre politique, l'autonomie de notre politique de remboursement. Et c'est une préoccupation que vous avez exprimée, que l'Assemblée nationale avait d'ailleurs soutenue, que plusieurs parlements nationaux ont également soulevé, notamment le Parlement allemand, le Parlement polonais. Et donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est encore un état des lieux provisoire, c'est qu'au Conseil, il y a un consensus qui semble se dégager sur le refus d'une évaluation contraignante et sur le maintien de cette subsidiarité nécessaire pour que nos politiques de remboursement en France comme ailleurs ne soient pas remises en cause et que nous puissions procéder à nos propres évaluations ou compléments d'évaluation pour déterminer ensuite nos politiques de remboursement. Donc
Je suis prudent et je vous tiendrai bien sûr au courant, mais nous n'avons pas d'inquiétude à ce stade. Le respect de votre position, qui est celle du gouvernement aussi, sera, à mon avis, assuré parce qu'elle a un large soutien d'importants États membres et de nombreux États membres au sein du Conseil. Mais c'est un travail encore en cours, donc restons vigilants. Aucun article n'a encore été fermé dans ce règlement, dans ce projet, mais nous sommes très vigilants sur ce point. Et sur l'autre point que soulignait la sénatrice Harribey, c'est-à-dire le fait que le texte législatif soit le plus précis possible pour ne pas renvoyer des éléments, notamment de cette nature, aussi structurants, à des actes délégués et donc à un pouvoir réglementaire, entre guillemets, pour prendre la comparaison nationale, qui donnerait trop de marge de manœuvre à la Commission européenne, car la confiance n'exclut pas le contrôle, comme chacun sait. Donc voilà, pour être très court, nous partageons votre vigilance. Je suis optimiste sur le respect du point que vous avez soulevé. Et pour répondre à ce que disait aussi le président Rapin tout à l'heure, je crois fortement à l'Europe de la santé, mais concrètement, ça ne doit pas être un slogan, ça doit vouloir dire des choses. Ça n'est pas européanisé pour le coup. Toutes les politiques de santé, je crois que ça n'a absolument aucun sens, c'est mener quelques actions communes structurantes qui n'existent pas aujourd'hui, et donc concentrons-nous sur celles-ci, d'acquisition de vaccins, d'acquisition de matériel médical dans certains domaines, d'harmonisation, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais de certaines données, ce qu'on a vu au début de l'épidémie. Nous ne savions pas compter le nombre de cas de Covid de manière harmonisée, ou de décès, ou de victimes de la pandémie, de manière harmonisée entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et les autres pays européens, ce qui pose des sujets, puisque nous sommes tous dans des comparaisons quotidiennes sur le front sanitaire ou vaccinal, ce qui pose aussi des sujets de transparence et de comparabilité européenne importants. Donc voilà, l'Europe de la santé, oui, sur des aspects qui sont très importants à mener ensemble, dont les vaccins, et pas sur des politiques de remboursement ou la question qui est connexe des évaluations. Voilà pour être clair.